Nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2022, premier jour de la semaine, mais dernier lundi de ce beau mois de mai. Et surtout, nous sommes au lendemain de cette belle fête, cette journée qui a été dédiée à toutes les mamans de Côte d'Ivoire, à qui nous faisons plein de gros bisous et à qui nous dédions cette émission. Bonjour et bienvenue à votre émission matinale sur RTI 1 qui commence tout de suite. Notre invité actuel, il se nomme Monsieur Amanistan Evaris. J'ai failli dire Stan comme aux États-Unis, mais non. C'est Amanistan Evaris qui est le vice-président du Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Ça n'a pas été compliqué le réveil matinal? Non, pas du tout. Vous êtes habitué au service de la nation. Oui, alors, de temps en temps. Dites-nous, c'est qui exactement le député suppléant? Quel est son rôle? Merci beaucoup de nous donner l'occasion d'en parler. Le député suppléant est un élu de la nation qui est élu au même titre que les députés titulaires. Malheureusement, le député suppléant en Côte d'Ivoire n'a pas de statut. D'accord. On va revenir sur ce statut, mais quel est votre rôle auprès donc, du député, j'ai envie de dire, principal? Notre rôle auprès du député titulaire, vous voulez dire? Titulaire, Il faut dire que la suppléance, le député suppléant en Côte d'Ivoire a vocation à remplacer le député titulaire en cas d'incompatibilité. C'est-à-dire que le député titulaire peut être frappé par un cas d'incompatibilité lorsqu'il est appelé à une fonction gouvernementale ou à une fonction diplomatique. Également, lorsque celui-ci occupe de hautes fonctions dans l'administration de notre pays. Il ne peut pas être en même temps dans les instances de décision et être au Parlement, dont l'une des missions est une action de contrôle donc, de l'activité gouvernementale. Très bien. En parlant donc de statut, maintenant dites-nous quelle est la situation exacte du député suppléant aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La situation du député suppléant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, n'est pas du tout enviable. Elle n'est pas du tout enviable. Le député suppléant en Côte d'Ivoire n'évolue dans aucun cadre juridique. Il n'a donc aucun statut. Et il faut le dire tout net, il est livré à lui-même. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune prise en charge financière, ni sociale ou médicale pour vous en tant que député suppléant? Aucune. Aucune. Mais est-ce que vous le saviez avant de vous engager dans cette aventure? Merci, je ne doutais pas que cette question allait revenir. Ouais. Oui, partant du principe que nul n'est censé ignorer la loi, nous le savions. Nous le savions, mais en décidant d'accepter d'être candidat à la suppléance, il faut dire que nous avons plutôt fait preuve de patriotisme. Et je voudrais profiter de votre antenne pour saluer tous les députés suppléants de Côte d'Ivoire. Parce que la loi en Côte d'Ivoire impose une double candidature aux élections législatives. En d'autres termes, toute candidature de quelque député titulaire que ce soit, qui ne soit associée à une candidature d'un suppléant, n'est pas recevable. Donc, en acceptant de candidater, nous avons fait un effort pour permettre à notre pays d'être doté d'une importante institution comme l'Assemblée nationale. Mais puisque vous êtes au fait de la situation et vous vous êtes engagé quand même, pourquoi aujourd'hui vous revendiquez une réforme? Oui, parce que la loi n'est pas bonne. La loi qui institue la suppléance en Côte d'Ivoire n'est pas une bonne loi. Donc, en fait, vous avez accepté d'être suppléant pour pouvoir, à la fin, changer la loi. Pour permettre à notre pays d'être doté d'une Assemblée nationale. Imaginez-vous un seul instant qu'aucun député suppléant, puisque nous savons que nous n'avons pas de statut, que personne n'ait voulu accepter d'être candidat. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'aurions pas eu de parlement. C'est pour cela que je salue le patriotisme des députés suppléants de Côte d'Ivoire. Maintenant, à l'exercice, nous nous rendons compte que la loi n'est pas bonne. Et nos dévanciers, depuis 2011, n'ont cessé de décrier cette situation. Et nous pensons que le moment est venu, après plus de 10 ans de sacrifice, que l'État de Côte d'Ivoire se penche sur la situation des députés. Et qu'est-ce que vous réclamez exactement aujourd'hui? Ce que les députés suppléants réclament aujourd'hui, c'est un cadre juridique et un statut. L'Assemblée parlementaire de la francophonie
dont est membre notre pays, dans l'une de ses résolutions, a demandé à tous les États membres de doter les élus suppléants d'un cadre juridique et de leur accorder un statut. Nous demandons seulement l'application de la résolution de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est juste ça. Oui, tout simplement. Parce que nous n'avons pas de statut et nous n'évoluons dans aucun cadre juridique. Ce n'est même pas normal, surtout que nous sommes des élus. Et quelles sont donc les actions menées par le Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire auprès des autorités étatiques pour que la situation que vous dénoncez s'améliore? La première action, c'est que nous avons mis en place le Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire. Dont vous êtes le vice-président. Dont je suis le vice-président chargé des relations extérieures. Et ce conseil regroupe tous les députés suppléants de Côte d'Ivoire. Ça, il est bon de le souligner. Il regroupe tous les députés suppléants de Côte d'Ivoire. Et ce conseil a mené plusieurs démarches. Nous avons fait le tour des institutions de la République. Nous avons fait le tour de plusieurs ministères pour leur présenter notre plaidoyer et nos propositions, parce que nous facilitons en même temps la tâche à nos autorités en faisant des propositions. Parce que notre leitmotiv, c'est le plaidoyer, c'est la négociation et ce sont les propositions. Il se trouve que récemment, lors d'une conférence de presse, vous avez lancé un cri de cœur au président de la République. Et vous savez qu'à Matin Bonheur, on a l'audience la plus fournie en matière de personnalité de ce pays. Donc vous allez regarder cette caméra en face de vous et parler directement au président de la République qui certainement vous écoute. Monsieur le Président, voilà. Il faut que vous vous penchiez sur la situation des députés suppléants de Côte d'Ivoire. Ils n'évoluent dans aucun cadre juridique, ils ne disposent d'aucun statut conformément à la résolution donc, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dont est membre notre pays. Il faut que vous preniez la décision qui restaure, il faut que vous preniez la décision qui donne sa dignité aux députés suppléants. Il faut que vous preniez la décision qui honore l'Assemblée nationale et qui honore la Côte d'Ivoire, dont vous êtes le premier responsable. C'était le cri de cœur de M. Amanistan Evaris, vice-président du Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire. Il a parlé avec son cœur, comme on dit chez nous en Afrique, il a parlé avec ses entrailles au président de la République qui certainement va réagir sous peu. Nous n'en doutons pas. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité, dans lequel aujourd'hui nous recevons quelqu'un qui va nous permettre de mieux voir clair dans cette situation de saison des pluies où on est exposé généralement à des risques d'inondation dans le district d'Abidjan. Eh bien, le vendredi 27 mai 2022, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministre Bouaké Fofana, a officiellement lancé l'opération dénommée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque ». Eh bien, cette opération qui va comporter plusieurs volets a pour objectif de prévenir les risques d'inondation dans le district d'Abidjan. Eh bien, pour tout savoir sur ce vaste programme, donc, nous recevons M. Gildas Simi, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Bonjour, M. Simi. Bonjour. Merci de venir éclairer la lanterne des populations sur cette opération qui va démarrer, sinon qui a déjà démarré, mais dont on va entrer dans la phase vraiment active à partir du 5 juin 2022. Déjà, cette opération baptisée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque » qui a été lancée la semaine dernière, en quoi elle va consister exactement? Merci Renaud. Il faut dire que nous sommes dans la saison des pluies. Oui. Et les mois à venir, les pluies vont être encore plus intenses. Oui. Selon la Sodexam. Hein? Exactement. Malheureusement, depuis quelques années, oui. Saison des pluies à Abidjan rime oui. avec désastre, désolation et perte, malheureusement, de vie humaine. Depuis pratiquement 2018, nous assistons malheureusement à ce spectacle macabre. Oui. Alors cette année, le président de la République a donné instruction au ministre en charge de l'assainissement de bien vouloir prendre toutes les dispositions pour qu'on n'assiste plus à des morts. Mais il faut dire, ce qu'il faut dire, oui. c'est que ces morts sont dues au fait à 95% à des populations qui vivent dans des zones dites à risque. Alors,
depuis quelques années, comme je l'ai dit, Oui. on a commencé à les sensibiliser de partir de ces zones. Depuis quand? Depuis 2018-2019. OK. Il faut partir de ces zones. Donc au moins 4 ans. Voilà. Parce que votre vie en dépend. Et même l'année dernière à Niamey, il y a eu un éboulement. Oui, éboulement qui avait fait de nombreuses victimes. Exactement. Ces populations étaient déjà prévenues. OK. Mais pourquoi si elles avaient été prévenues, rien n'a été fait depuis? Bon, c'est-à-dire, nous voulons qu'elles quittent volontairement ces zones. Parce qu'il y a pas mal de contingences. À Abidjan, trouver un logement, ce n'est pas évident, ça coûte cher. Ça, vous le dites. Hein. Voilà, ce Je n'est vous pas le fais évident. pas dire, je vous le fais pas dire. Ce n'est pas évident, ça coûte relativement cher, il faut chercher un loyer, etc. Et les revenus de ces personnes là-bas sont relativement modestes. Donc nous comprenons bien qu'elles prennent du temps. Mais plus le temps passe, malheureusement, on assiste à des décès liés à des éboulements, etc. etc. À des inondations et tout ça. À des inondations dans ces zones. Alors cette année, nous avons pris le devant des choses. Il ne faut pas des morts dans ces zones dites à risque, qui ont été identifiées avec une équipe mise en place. L'équipe comprenait l'ONPC, le Office national de la protection civile. Voilà. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires, Oui. l'ONAD. Oui. Office national de l'assainissement et du drainage. Exactement. Hein. Oui. Ça a été un travail très minutieux qui a été fait depuis 2019. Parce qu'il faut dire qu'en 2018, on avait assisté déjà à des morts. Et le Conseil des ministres a donné instruction pour prendre des dispositions. Bien, Monsieur Simi, on a bien compris tout ça. Donc le 5 juin 2022, cette opération qui a été lancée va rentrer dans sa phase la plus sensible, qui est celle du déguerpissement des populations vivant, on l'a dit, hein, dans les zones à risque. Dans les zones identifiées comme à risque. Oui, quelles sont les zones qui sont concernées par cette opération? Alors, il faut dire que c'est d'abord dans le district d'Abidjan. Oui. Donc à l'intérieur du pays, les populations n'ont pas à s'inquiéter. Non, ça va partir progressivement, mais les zones sont plus évidentes dans le district d'Abidjan. Vous savez qu'Abidjan, pratiquement, les problèmes d'Abidjan sont les problèmes pratiquement de tout le pays. De toute la Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Alors, des zones ont été identifiées. Quand je prends par exemple Plateau, il n'y a pas de zone à risque. Oui. Je prends Koumassi par exemple, avec les efforts de M. le maire, il n'y a plus de zone à risque. Vous comprenez? Donc, on a identifié ces zones à risque dans les communes d'Abidjan. Même Cocody, il y a plusieurs zones à risque. Alors, on a identifié 54 zones à risque. 54? Oui. C'est énorme. Malheureusement. On a identifié 54 zones à risque. Et depuis quelque temps, on a commencé à les sensibiliser. En étroite collaboration, bien entendu. Mais vous avez dit depuis 4 ans pour certains, 3 ans pour d'autres. Voilà. Hein, et ces zones-là même, voilà. On a commencé à les sensibiliser en étroite collaboration avec les mairies. Pour dire, ah, vous vivez dans des zones très dangereuses pour votre vie et pour votre famille. Prenez des dispositions pour quitter. La sensibilisation a commencé. Malheureusement, les personnes vivent toujours là-bas. Bon, quand vous parlez de prendre des dispositions pour partir de ces zones-là, ça, on va revenir là-dessus. Mais déjà, dites-nous, pourquoi c'est maintenant que cette opération va se faire? Parce que vous l'avez dit tantôt, hein, depuis 2018, 2019 pour certains, vous faites la sensibilisation, mais l'année dernière, il y a eu des morts. Mais pourquoi c'est maintenant que ça va se faire? Non, comme je l'ai dit, la sensibilisation a commencé depuis quelque temps. La sensibilisation a duré quand même. Hein. Oui, ça a duré. Entre-temps, il y a eu d'autres victimes. Parce qu'arrivé un moment, il faut vraiment prendre le devant des choses. Et il faut dire que les pluies qui s'annoncent cette année seront quand même assez importantes. Plus importantes que celles qu'on a déjà connues. En tout cas, au même niveau minimum que celles qu'on a connues l'année dernière. Vous avez vu déjà, ça a déjà commencé. Oui. Voilà. Donc déjà, on a, comme la sensibilisation que nous avons entamée, n'est-ce pas, avec les mairies, a du mal à les faire comprendre. Donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, ça ne passe pas. Malheureusement. Donc comme ça ne passe pas, allez, on rase et on chasse les populations. Le gouvernement a l'obligation de préserver les vies. Oui. Un gouvernement responsable a l'obligation de préserver les risques. Oui, ça, on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, on doit passer à une étape supérieure. D'abord, comme on est toujours dans la sensibilisation, là. Oui, jusqu'au 5 juin. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là même d'ailleurs. Vous n'avez pas de choix. Parce que c'est vrai que vous avez votre vie, vous avez fait votre vie, vous avez du matériel, mais la vie est plus importante que ça. La vie humaine, la vie de votre famille, de votre conjoint, de vos enfants est plus importante que ça. Parce que, M. Renaud, quand il pleut,
Ils ne dorment pas, nous aussi on ne dort pas. Parce qu'on a cette responsabilité. Ça c'est clair, ça c'est clair. Maintenant dites-moi, M. Simi, les zones à risque, ce ne sont pas seulement les quartiers dits précaires. Oui. Tout à l'heure, quand vous citiez les zones à risque, vous avez parlé de zones à risque dans la commune de Cocody. Aujourd'hui, Oui, il y a des quartiers UP qui sont devenus par la force des choses des zones à risque. Est-ce que les populations de ces quartiers-là, je vais citer par exemple Alabra, à la Riviera 3, la rue Ministre à la Palmeraie, qui sont aujourd'hui des zones à risque, est-ce que les populations de ces quartiers-là vont être déguerpies aussi? Bon, rue Ministre était une zone à risque, donc mais elle n'est plus une zone à risque. Ok. Et c'est vrai que le risque est toujours là, mais donc vraiment a été parce qu'il y a eu des travaux. Donc laissons la rue Ministre. Il y a eu des travaux. Est-ce que vous avez entendu dans ces temps que la rue des ministres, a été... On n'en a pas entendu parler. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de travaux qui ont été faits. Alabra, c'est un quartier chic, UP. Oui, mais c'est une zone à risque aujourd'hui. Aujourd'hui, mais nous sommes en train d'effectuer des travaux d'investissement, des ouvrages d'assainissement. On vous a bien compris. Merci infiniment d'être venu éclairer la lanterne des populations sur cette opération qui va démarrer effectivement le 5 juin 2022, baptisée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque ». Et M. Gildas Simi, je rappelle, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, est venu nous éclairer sur cette opération qui va démarrer effectivement le 5 juin ça devait démarrer, 2022. Ça devait démarrer. Mais ça démarre le 5 juin. Voilà, effectivement. Merci infiniment, M. Simi. Nous, on va vous laisser en compagnie de Naomi Amousso à la fée pour la suite de Matin Bonheur. Merci d'être en notre compagnie. Ngamble Konaté, bonjour. Bonjour Naomi. J'aime votre joie de vivre, j'aime le punch, le dynamisme qui vous caractérise. Merci d'être avec nous. Merci infiniment à vous Naomi. Vous nous avez manqué pendant 2 semaines. Ah ça, alors, vous m'avez manqué grave aussi. Mais je vous suivais. C'était quoi cette répétition en plein stade avec le micro? C'était quoi le truc? Alors sous le soleil et tout, il faut toujours répéter Naomi, c'est notre métier. Et parce que quand on dit top, c'est parti, quoi. On n'a plus... Exactement. Si tu as dit le, au lieu de dire là, c'est parti. Donc, on répète un tout petit peu. Mais en tout cas, merci de nous honorer de votre présence ce matin. Plusieurs informations à détailler dans le monde du sport aujourd'hui avec vous. Et on commence tout de suite dans le monde du football avec 25 éléphants qui vont affronter la Zambie ce vendredi à Yamoussoukro. Vous avez parfaitement raison, Naomi. 25 éléphants ont été convoqués pour affronter les Chipolopolo de la Zambie en ouverture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux et 9 attaquants composent la liste de Jean-Louis Gasset, fraîchement nommé sélectionneur des éléphants. Quelques changements ont été effectués par rapport au groupe qui avait affronté la France et l'Angleterre en mars dernier. Emmanuel Agbadou ne figure pas en défense. Ahmed Traoré Junior est lui indisponible, tout comme Wilfried Sengo blessé. La première séance d'entraînement des éléphants est prévue ce mercredi 1er juin à 16h30 à Solbeni. Logé dans le groupe H, la Côte d'Ivoire est en compagnie de Lesotho, la Zambie et les Comores. Côte d'Ivoire-Zambie, c'est ce vendredi 3 juin 2022 à 19h temps universel au stade de Yamoussoukro, Naomi. Et là, on change de discipline, on arrive au basketball. Le rendez-vous des étoiles du basketball ivoirien a tenu ses promesses. Ils ont illuminé le Palais des Sports de Treichville à l'occasion de la seconde édition du All-Star Game, la fête du basketball ivoirien célébrant les étoiles du championnat N1. Hommes et dames, Naomi a tenu toutes ses promesses. Jean-Sylvain Ressot nous en dit plus. Pour sa deuxième édition, le All-Star Game, rendez-vous des étoiles du basketball ivoirien, aura tenu toutes ses promesses. Le duel des stars de la saison opposait la team Abidjan en blanc et l'équipe de l'intérieur, menée par Stéphane Konaté. Avant que la rencontre ne prenne une tournure engagée, la première période s'est résumée à un nombre incalculable de dunks, le but étant d'offrir le plus de spectacles possible. Côté statistique, Zamba Kamara de l'ABC a planté 18 points, Kevin Bamba 17 et Lassina Sidibé 15 points. Auteur d'un bon début de partie, la team Abidjan s'incline finalement 96-104. Le concours du Slam Dunk, lui, a été remporté par Sila Ben Mohamed, 20 ans, sociétaire de l'IVSTP pour la deuxième année consécutive.
Chez les dames, la team intérieure a également pris le meilleur sur celle d'Abidjan, 91-72. À l'image de Stéphane Konaté, logiquement désigné MVP de la saison, les meilleurs acteurs ont été primés, clôturant en beauté la deuxième édition des All-Star Games. Quel que soit le vainqueur, l'essentiel était ailleurs, la fête du basketball. C'est parti pour les playoffs qui se dérouleront du 29 mai au 12 juin sur le même théâtre des opérations, le Palais des Sports de Tréville. C'était dans une très belle ambiance, hein, Gamblé? Très, très belle ambiance, All-Star Game. C'était la deuxième édition, Made in Côte d'Ivoire. Belle initiative de la Fédération ivoirienne de basketball, Naomi. On parle de boxe, et c'est quoi, de la boxe thaïlandaise? Comment on appelle ça? Le Muay Thai. Pardon? Le Muay Thai. Le Muay Thai. Malheureusement, les choses ne sont pas bien passées pour notre Oli la machine nationale. Effectivement, notre compatriote Oli Yves Roland, dit Oli la machine, a perdu son match à domicile contre l'anglais Lyndon Knowles pour le titre de champion du monde WBC. Le numéro 1 mondial, Lyndon Knowles, voilà, s'est imposé après 3 rounds et conserve ainsi sa ceinture WBC au terme d'un combat plus facile que prévu. Jean-Sylvain nous en dit plus. Le boxeur anglais Lyndon Knowles conserve sa ceinture WBA face à l'Ivoirien Oli Yves Roland, dit Oli la machine, au bout d'un combat plus facile que prévu. Pourtant, peu après minuit, l'Ivoirien quadruple champion d'Afrique avait fait son entrée détendue, ne manifestant aucun stress apparent. Lyndon Knowles, concentré, semblait subir un peu plus la pression de l'enjeu. Poussé par le public, le natif de Soubré entre parfaitement dans le combat, faisant vaciller l'anglais dès le premier round. Mais face à un combattant expérimenté, la machine, sans rhume, perd progressivement le contrôle de la partie et se fait décompter à plusieurs reprises. À la 3e reprise, l'anglais pousse l'Ivoirien à la limite de l'abandon. Finalement, l'arbitre n'a d'autre choix que de mettre un terme au combat. Le champion du monde en titre conserve jalousement sa ceinture WBC acquise le 21 novembre 2021. La marche était un peu trop haute pour Oli Yves Roland, diminué par de nombreux soucis extra-sportifs. 3 autres combats de titre national ont marqué ce gala de boxe. Tano Jérémy, Hérode Bayek et Yannick Traoré se sont brillamment imposés dans leurs catégories respectives. Ce sont au total 14 combattants issus de 4 pays qui se sont affrontés au cours de ce championnat international de Muay Thai organisé par 225 Fight Show. Bon, moi, franchement, je n'ai pas compris cette histoire. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que tu as réussi un exploit et je veux te dire merci. Parce que tu as réussi à déplacer Oli, on m'a dit. Mais c'est oui, poisson de mai. Oli la machine. C'est pas poisson d'avril, c'est pas poisson de mai. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité. La vérité, je pense qu'il va nous rejoindre, Oli. Il va nous rejoindre. Ah ben oui, il est là. Oli la machine. Mais c'est magnifique de l'avoir sur... Et quand ils arrivent, là, ils font doucement, doucement comme ça. Et Oli, comment on salue un Muay Thai? Bon, d'accord. Donc, moi aussi, je fais pareil. Muay Thai, voilà. Installe-toi confortablement. J'ai laissé le vouvoiement de côté parce que quand on te voit à l'antenne, on s'approprie la star, tu vois. Genre, on le connaît. Bon, voilà quoi. Sinon, c'est aujourd'hui, je le vois en vrai. Mais pourquoi tu arrives sagement, timidement comme ça? Qu'est-ce qui va pas ce matin? Non, je suis comme ça tous les jours. C'est comme ça que tu es tous les jours? C'est le matin aussi. Mais donne un peu de la voix quand même. Je suis pas du matin. T'es pas du matin. Mais pour matin bonheur, t'as fait un effort. Ouais, vraiment, sincèrement, je me lève tout le matin pour m'entraîner, sinon c'est... Super. Alors, Oli, moi, on n'a rien compris. Et puis, avec le monsieur, là, on dirait qu'il était un peu plus âgé, nous. Il a 3 ans. Il a 3 ans de plus que moi. Juste 3 ans? Ouais. Après, les Occidentaux, c'est un peu plus vite par rapport à lui. Et surtout beaucoup d'expérience aussi par rapport à Oli. Bon, d'accord. Le numéro 1 mondial. Laissons tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Oli? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Oli? Ce qui n'a pas marché, c'est qu'on a défié le champion du monde quand même. C'est pas rien. Hein? Si on prend l'exemple au football, c'est comme si la Côte d'Ivoire défiait, je sais pas, la France ou même le Brésil. En termes d'expérience, en la matière, en termes d'expérience, en termes de championnat du monde, le gars, il avait déjà défendu son titre, gagné et défendu le titre 5 fois. Nous, on partait chercher 5 fois, il était 5 fois champion du monde. Donc ça veut dire qu'il a affronté déjà pas mal de personnes. Il a 50 combats. Moi, j'en ai que 10 avant le combat. Les gens ne savent pas. De loin, ils regardent, ils se disent que c'est facile parce que c'est Oli la machine. Donc, tu dois forcément gagner. C'est normal. On vous a vu dominer le premier round. Il était en difficulté. Et par la suite, vous vous êtes
un peu comme la défaite contre les Ziki. C'est vrai que là, la difficulté, c'est que déjà, tu affrontes un boxeur d'expérience qui a plus de combats que toi, qui est le champion du monde en titre. Tu te dois de faire, d'être vraiment... Quand tu boxes un champion du monde ou le champion en titre, tu dois vraiment montrer au juge et à l'arbitre que tu as envie de gagner. Tu ne peux pas laisser le champion du monde à l'aise. Parce que s'il est à l'aise, qu'il contrôle le combat, à la fin, tu perds au pointage. C'est le champion, donc il est toujours protégé. Il faut vraiment faire plus que lui. Après, je pense que il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des facteurs autour de extra-sportifs, autour de la chose, qui ont aussi favorisé ça. Il faut dire que je suis monté dans le ring, vraiment diminué, on va dire physiquement et mentalement. Il y a des choses qui se sont passées toute la semaine du combat et le jour même du combat qui ont été très difficiles. Je répète encore, extra-sportifs et qui ont favorisé cette baisse de régime-là. Et je suis monté dans le ring avec, je vais dire, un peu... J'ai perdu mes moyens parce que la journée était compliquée. Elle était très compliquée. Moralement, mentalement. Du coup, j'ai voulu terminer vite le combat. Et voilà, je n'ai pas eu les ressources parce que ma tête n'était pas là. Mais les Ivoiriens vous adorent. On a Michael Badou Kékré, Abijak Mian, Rebecca Kodoko, Joie Delacroix, Monet Stéphane. Je ne peux pas citer tout le monde, mais qui vous embrassent, qui vous disent on compte sur vous pour la suite. Ne pas baisser les bras, même si c'est difficile. Après, on me fait signe, vous avez quelque chose à nous remettre. C'est quoi? C'est quoi qui arrive là? On va remettre ça à Oli la machine. Ouais. C'est un présent pour la fête des mères. Ah, la fête des mères qui continue. On va pas arriver les mains vides et merci. Voilà, c'est des t-shirts. Des t-shirts. Attendez, moi je déballe. Hein. Voilà. Naomi, elle regarde tout. Alors, ça tombe bien. Oli la machine. Derrière, il y a la team. C'est pour qui? C'est pour vous. Pour moi. Hey. Pour toutes les femmes les mamans. Les mamans de la RTI. On vous dit merci d'être venus. Attendez, moi je prends ce t-shirt Ngomblé. Vous avez réussi un coup. Hein. Merci. L'émission est terminée. Mettez le générique. Moi je vous laisse et je vais. Il y a une maman dans le studio. Là. Il faut que je lui remette son t-shirt rapidement. Oh, la machine. Est-ce qu'on voit Adé? Est-ce qu'on voit Adé? Adé, bonne fête, maman. Que Dieu te bénisse. C'est de la part de Oli. Hein. Après, il faut venir l'embrasser, là. Mais voilà, je suis revenue juste pour vous dire merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.